Mes chers collègues, je vous propose qu'on reprenne. Alors, nous poursuivons avec le rapport 103. Pierre. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, nous continuons donc avec le rapport 103 sur le budget consacré à l'insertion. Donc là, ça va être le moment sieste, profitez-en. C'est la plus lourde tâche de la journée, c'est pour moi, c'est à ce moment-là. Ça n'en est pas moins un budget au moins aussi important que ce qu'on a vu ce matin. Pour débuter, je dirais qu'il y a dans ce rapport 4 mots-clés: accompagnement, emploi, justice, territoire. Voilà un peu autour de ces 4 mots-clés que j'identifie au sein de ce rapport et qui, pour moi, résument notre volonté politique autour du budget insertion et autour des objectifs que l'on s'est fixés. 2 objectifs importants que le département s'est fixés. D'abord, faire du département le véritable chef de file des solidarités en général, mais chef d'orchestre aussi de la politique d'insertion. Un chef de file, c'est un chef d'orchestre qui organise une politique, qui n'est pas le seul à la porter, mais qui doit l'organiser sur l'ensemble de son territoire. Deuxième objectif, accompagner les personnes en difficulté, les réinsérer dans la société, en particulier par le retour à l'emploi. Voilà les 2 objectifs que notre Assemblée s'est fixés, qui tournent autour de 2 axes dans CAP 25. Premier axe, le juste droit. Alors, je ne vais peut-être pas le développer autant que l'aurait souhaité Philippe Gonon ce matin. Le juste droit étant tout le droit et rien que le droit, c'est-à-dire tout le droit pour ceux qui doivent en bénéficier le plus rapidement possible, à la hauteur de ce dont ils doivent bénéficier, rien que le droit, ce qui correspond à notre politique d'avoir notamment renforcé les contrôles, d'avoir aussi mis en place des amendes administratives pour que tout le droit aille à ceux qui en ont totalement besoin. Et puis deuxième axe de CAP 25, favoriser le retour à l'emploi, puisqu'on a considéré que c'était une des priorités pour notre projet et pour le budget 2018 en particulier. Dans ce budget 2018, j'espère que vous y retrouverez notre volonté d'être ambitieux sur l'insertion, notre volonté aussi d'être innovant. 3 articulations autour de la gestion du RSA, de l'emploi et de l'insertion professionnelle et de la prévention et de la lutte contre l'exclusion. Voilà le cadre général de notre rapport, qui s'inscrit dans des conditions économiques et sociales particulières. Le chômage est en train de diminuer dans notre pays, la reprise économique est là. Néanmoins, 2 effets impactent notre politique d'insertion en matière budgétaire. Ça a été souligné par la Présidente dans son discours d'ouverture. 2 décisions d'augmentation de charges, si je puis dire, sur le RSA, qui sont intervenues pour l'une au mois de septembre 2017, pour l'autre arrivera au mois d'avril 2018. Et puis un autre effet structurant, même si la reprise économique commence à produire ses effets sur le chômage, elle n'a qu'un effet plus lent sur les bénéficiaires du RSA, sur les personnes en insertion. Et donc l'année 2018 ne nous permet pas d'avoir les mêmes taux de diminution pour le RSA que on pourrait l'avoir pour le chômage. Et donc, il nous oblige aussi à avoir une vision à la fois volontariste, mais tout de même réaliste des chiffres. Par ailleurs, avec certains publics qui sont parfois très éloignés de l'emploi, certains publics aussi qui ont plus de mal d'accéder à un retour à cet emploi, par exemple le public jeune. Si j'en viens à la première articulation de notre budget insertion, à savoir la gestion du RSA. Premier point sur 3, qui est bien sûr en termes budgétaires le plus important, puisque la gestion du RSA représente dans le budget que nous vous présentons 72 millions d'euros, avec
à la fois la volonté d'être au juste droit, la volonté aussi d'avoir un effet de cette reprise économique et d'avoir un effet de nos politiques publiques en matière d'insertion économique. Et donc nous avons choisi de prévoir 72 millions d'euros pour la gestion du RSA en espérant d'atteindre la baisse de 3% d'allocataires du RSA. C'est un chiffre important, je le disais, il n'y a pas un effet mécanique aussi direct en une année sur les allocataires, et donc je pense que nous sommes assez ambitieux avec ce budget prévisionnel pour les allocataires du RSA et pour le budget prévisionnel. Le deuxième point concerne le juste accès aux droits. Vous retrouvez dans le budget à la fois une prévision de dépenses à 110 000 euros qui recouvre les remises gracieuses, les annulations de titres, les créances éteintes, etc. et une prévision de recettes à 430 000 euros sur la question des indus RSA, où nous avons aussi une politique active à avoir, notamment en lien avec la CAF. Je suis allé assez vite sur ces 72 millions 10 de ce premier point. Ça représente quand même une somme considérable pour notre collectivité. Ça représente aussi un travail considérable dans l'ensemble des équipes. Ça représente aussi, et on le verra dans les rapports ponctuels, en particulier avec le nouveau règlement des EPD, c'est aussi une politique au quotidien pour les équipes et pour les élus que nous sommes dans la tenue des axes politiques que l'on s'est donnés. Parce que voilà, chaque personne est un cas individuel, chaque personne doit être traitée comme un cas individuel, un accompagnement individuel, et donc c'est à nous aussi et aux équipes d'être le plus proche possible de chaque allocataire du RSA. Le deuxième point concerne l'emploi et l'insertion professionnelle. Alors on en a fait un point fort de notre politique de CAP 25. Ça le sera d'autant plus l'année prochaine. On l'a dit, la reprise économique peut être là. Elle aura un effet retard sur la gestion du RSA. Il n'empêche que c'est la bonne année pour nous mettre le paquet, si je puis dire, sur l'accompagnement, sur la reprise de l'emploi pour certains, sur la formation pour d'autres, sur l'accompagnement aussi pour l'ensemble des difficultés que peuvent avoir les différents publics concernés. C'est un petit peu quand on est sur cette reprise de vague qu'il faut aider encore plus. Donc on va avoir une année 2018, je pense, particulièrement active vis-à-vis des différents acteurs qui nous entourent et vis-à-vis des différents publics en réinsertion. Alors, le premier point concerne les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique. Vous constaterez dans le budget qu'on a à la fois à valider une autorisation d'engagement de 2 800 000 euros pour les SIAE et une CP de 1,4 million pour l'année 2018 qui, cette fois, correspond exactement à ce qu'on va leur donner pour l'année 2017 et pour l'année 2018, pardon, avec les fins de crédit de l'année 2017. L'année 2017 a été une année de conventionnement particulier avec les SIAE, l'ensemble de celles-ci. On a ouvert un premier chantier de travail avec elles. On va pouvoir établir les premiers dialogues de gestion dès le début d'année 2018 avec elles pour évaluer cette première année 2017 de travail. Je crois que le contact est bon entre notre collectivité et les différentes SIAE sous leurs différentes types de structures. Je les ai rencontrés le 27 novembre dernier. Quasiment l'intégralité des 36 structures d'insertion par l'activité économique étaient là, dans cette salle. C'était l'occasion pour le département d'exposer sa vision sur l'insertion par l'activité économique. C'était l'occasion de prendre de bons contacts, de clarifier aussi un certain nombre de choses, de leur donner un peu de perspective aussi. Je dois dire qu'elles sont toutes assez volontaires pour nous accompagner dans notre projet. Je crois que c'est de bon augure parce que ce sont des partenaires fiables, actifs sur le territoire. Donc voilà, on va continuer de les accompagner et travailler encore au mieux avec elles sur l'ensemble des territoires et des missions qu'elles
qu'elles ont. Le deuxième point de l'emploi et l'insertion professionnelle, c'est la question des emplois aidés. Alors vous le savez, au niveau national, il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été annoncées. Certaines touchent le département, d'autres non. Concernant la politique d'emploi aidé du département, nous avons souhaité maintenir un budget quasi équivalent à celui de 2017 pour l'année 2018, avec au global pour l'ensemble CUI, CAE, CDDI, emploi d'avenir, nous avons souhaité maintenir un BP 2018 à 2 222 000 euros. C'est à 30 000 euros près le même budget qu'en 2017. L'objectif étant d'accompagner, étant de remplir les objectifs que l'on s'est fixés avec l'État dans le cadre de la convention annuelle d'objectifs et de moyens signée entre l'État et le département. Donc sur les missions qui sont les nôtres, nous souhaitons maintenir des contrats aidés, soutenus en cela à peine moins financièrement par l'État, mais au moins sur la philosophie, compte tenu des missions que l'on remplit, compte tenu aussi des publics bénéfices, compte tenu aussi des publics qui sont derrière ces contrats aidés, à savoir pour la plupart du temps des bénéficiaires du RSA. Dernier point de cette première partie sur l'emploi et l'insertion professionnelle, la mobilisation du FSE. Je vais un petit peu à grands traits. On a déjà évoqué cette question à plusieurs reprises. Lors de dernières assemblées, puisque les deux dernières, on a évoqué la question du FSE inclusion. Le département a été volontaire, a été validé pour continuer à gérer le FSE inclusion pour la période 2018-2020. Donc nous avons évidemment dans notre budget pour l'année prochaine à la fois une AE importante à 5 464 948 euros et des crédits de paiement pour l'année 2018. Alors des crédits de paiement, je le dis tout de suite, qui peuvent paraître faibles, mais compte tenu de la période charnière entre la précédente gestion et la nouvelle gestion, sont des crédits de paiement, on va dire réalistes, enfin sur le réalisable de l'année 2018. Et là, on voit bien l'intérêt justement de ce qu'est une AE. C'est qu'on a une visibilité sur 2018, 2019, 2020, avec une année peut-être moindre en 2018, compte tenu des contextes et du calendrier, ce qui n'empêche pas que le budget est prévu et rassurant pour l'ensemble des acteurs qui bénéficient du FSE Inclusion. Je parlais des SIAE au tout début de cette partie-là. Les SIAE, évidemment, sont des grands bénéficiaires justement de ce FSE Inclusion. Ce sont des choses qu'on leur a présentées. Je pense qu'ils étaient aussi rassurés d'avoir ces informations-là. Sur l'insertion par l'activité économique, je sors un tout petit peu de l'aspect budgétaire pour dire que l'année 2018 sera une année aussi charnière. Deux éléments qui me semblent très importants. La structure de concertation, de coordination de l'ensemble des acteurs autour de l'insertion par l'activité économique. Un premier tour de table technique a été réalisé au cours de l'année 2017. Nous avions souhaité, je vous l'avais annoncé, proposé que la structure se réunisse au niveau politique d'ici la fin de l'année. Ça n'a pas été possible pour différentes raisons, pour les différents partenaires qui sont avec nous autour de la table. Je vais reprendre un peu le bâton de pèlerin pour re-rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, État, région, entreprises, économiques, etc., pour que cette structure puisse définir ses objectifs rapidement au début de l'année 2018. L'intérêt de la coordination autour de l'insertion par l'activité économique et le constat de ce qui se passe dans notre département est partagé par tous. Maintenant, c'est une question de coordination, de concertation. Deuxième point important qui en découle, c'est alors la création des CLACS et non plus les CLIC, qui pour partie seront une déclinaison territoriale de notre politique d'insertion, pour partie une déclinaison territoriale de ce que pourra dire aussi cette structure de coordination, l'objectif étant de réunir autour de la table territoriale des acteurs concrets avec des questions concrètes et des réponses concrètes. Pour moi, ces CLACS qui doivent voir le jour parallèlement à la structure doivent être des lieux d'échange, non pas pour se voir
entre gens de bonne compagnie. Ils doivent être des lieux pour se réunir avec des questions précises et des réponses précises, que ce soit des entreprises, que ce soit des structures d'insertion, que ce soit des acteurs du monde intérimaire, des collectivités, de la région, etc. Chaque territoire, même si on a un département fort et uni, chaque territoire a des problématiques différentes. Quand on est sur PMA, quand on est sur le Grand Besançon, quand on est dans le Haut-Doubs, etc., les problématiques d'emploi, les problématiques d'insertion sont très différentes. Donc on a cette nécessité d'avoir une politique non pas différenciée, mais une politique la mieux adaptée à chaque territoire. Dernier point sur l'emploi et l'insertion professionnelle concernant le lien insertion monde économique marchand. Deux budgets concernant contrat initiative emploi où là on a un BP à 180 000 € pour un peu terminer les CIE malgré l'arrêt de l'État concernant le secteur marchand. Deuxième point, l'accompagnement des travailleurs non salariés et bénéficiaires du RSA, où là aussi on a 150 000 € de prévus par l'intermédiaire du FSE Inclusion. C'est la contractualisation qu'on a avec la Chambre de métier de l'artisanat et BGE Franche-Comté dans l'accompagnement individualisé de ces bénéficiaires du RSA qui ont un statut très particulier et avec qui on doit faire un travail plus économique dans leur activité professionnelle. Dernier point, et je vais essayer de ne pas être trop long quand même, dernier point concernant la prévention et la lutte contre l'exclusion. Donc ça c'est le troisième plan, le troisième point, le troisième axe de ce rapport insertion, avec d'abord un certain nombre de points là où on est plus dans une forme de continuité, la prévention de l'entrée dans le RSA avec, vous le voyez, 7 000 € pour l'Asie à Nord-Franche-Comté, je ne vais pas y passer plus de temps. Un point important sur les jeunes. Les jeunes, on va qualifier pour partie de moins de 25 ans, les 18-25 ans, qui pour la plupart, modulo certains cas particuliers, ne sont pas bénéficiaires du RSA. On continue de les accompagner et d'aider des acteurs qui travaillent avec nous. Premier point, les missions locales, où vous retrouvez une autorisation d'engagement à 96 000 €. Deuxième point, le fonds départemental d'aide aux jeunes. Aujourd'hui, Sauvetage est géré par le CRIJ, pardon des acronymes. Nous maintenons pour Sauvetage un budget annuel de 200 000 €. Vous voyez en crédit de paiement pour cette année 120 000 €. Compte tenu du fait que pour l'année 2017, la gestion de ce fonds par le CRIJ n'a pas été totalement utilisée et qu'il restait encore 80 000 € en trésorerie. C'est une ligne de trésorerie très individualisée au sein du CRIJ. Nous avons décidé de maintenir les 200 000 € et d'en faire le delta avec les 80 000 restants. Enfin, et dernier point de ce rapport concernant le FAPI, le Fonds d'appui aux politiques d'insertion. Nous avons bénéficié de ce fonds de la part de l'État parce que nous avons décidé d'avoir une politique volontariste sur l'insertion, parce que nous avons décidé de ne pas baisser les montants de nos politiques d'accompagnement. Et donc ce fonds qui nous a été attribué en 2007 à hauteur de 324 530 € a été assez peu mobilisé en 2017. Bon, il faut dire que ça s'est fait au fur et à mesure, il est arrivé plutôt en fin d'année. Là, on va pouvoir, au cours de l'année 2018, en bénéficier pleinement. Donc on a inscrit 294 530 € pour 2018, pour le BP 2018. Ça va avoir un effet de levier sur un certain nombre de politiques publiques, en particulier l'alimentation d'un fonds d'innovation territoriale, un travail également sur la souffrance psychique, un travail enfin là aussi avec les missions locales, un travail avec les CCAS. Ce fonds, il faut bien avoir en tête que ça va être aussi du one-shot. Donc c'est pour ça que je disais en introduction, l'année 2018, c'est une année charnière parce que il faut mettre un coup fort au moment où il y a de la reprise. C'est aussi une année charnière parce qu'on a ce FAPI qui nous permet en 2018 de mettre ce coup un peu plus fort. Donc on va dire que les étoiles sont bien alignées pour cette année-là en matière d'accompagnement de la politique d'insertion. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je reviens à mes 4 mots de départ. L'accompagnement, c'est l'accompagnement global, c'est l'accompagnement de chacun.
c'est l'accompagnement de ceux qui ont le plus de difficultés à se réinsérer, c'est l'accompagnement de ceux qui ont droit à nos politiques publiques. Le deuxième mot, c'était l'emploi, parce que nous avons voulu que l'emploi soit la clé de voûte de notre politique d'insertion. Même si le département n'a plus la compétence économique, on a, en particulier cette question d'insertion, un rôle à jouer dans la création d'emplois, l'accès à l'emploi. Troisièmement, c'est la justice. Je ne reviens pas sur le juste droit. Et enfin, le quatrième mot, c'était territoire, parce qu'on a une politique qui est départementale, qui se décline avec les acteurs locaux dans des bassins de vie différents, parce qu'on a aussi les CLACS qui vont se mettre en place. Donc c'est l'ensemble de cette politique qui vous est demandé d'être validée pour le BP 2018. Merci Pierre pour ce rapport très important, synthétique, mais je crois que tu as parlé avec les mots justes. 4 mots que tu as repris sont essentiels par rapport à ce rapport. Et je vois que la parole est demandée par Madame Lemercier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, nous nous réjouissons que l'amélioration de la situation économique permette une baisse de 3% du nombre de bénéficiaires RSA entre mars 2016 et mars 2017. Nous notons que vous restez néanmoins très prudente en inscrivant 72 millions d'euros pour le paiement du RSA. Il ne faut en effet pas tout attendre du national, mais il est nécessaire de rester offensif, là aussi, et de tout faire pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes qui en sont privées. Pour ce qui est de l'insertion, le département s'appuie sur les 36 structures d'insertion par l'activité économique que vous avez réunies, j'ai entendu, le 27 novembre, et tout semble aller pour le mieux de ce côté-là. Pour ce qui est de l'emploi, comme je l'avais dit en commission, nous restons persuadés que le GIP est la bonne solution, d'autant lorsque l'on regarde notre voisine, la Haute-Saône. Son GIP, dénommé Insertion 70, réunit une trentaine de partenaires et d'autres veulent encore les rejoindre. Au bout d'un an, Yves Cratinger se félicite des résultats obtenus avec un taux de retour à l'emploi de 75% des allocataires suivis par Insertion 70. L'emploi aujourd'hui est l'affaire d'une volonté politique forte. C'est aux politiques d'avoir les capacités de fédérer les énergies et les initiatives. À quoi servons-nous sinon donner l'exemple et fixer le cap ? Cap 25 se doit d'être dans cette dynamique et nous serons avec vous. Nous voterons ce rapport et nous vous tendons la main pour la suite en vous demandant de ne pas laisser le choix aux différents partenaires de reprendre les négociations au plus vite, pour l'intérêt général, y compris pour nos entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Et vous seule, Madame la Présidente, avez cette légitimité. Je vous remercie. Merci. Je ne suis pas surprise de votre réflexion que nous pourrons poursuivre. Je crois que vous l'avez compris, vous et nous, le retour à l'emploi, c'est quelque chose que nous partageons, on l'a beaucoup évoqué, et ce n'est pas parce que nous n'avons plus la compétence économique que nous ne pouvons pas poursuivre sur ce terrain-là. Je crois, Pierre, que tu voulais peut-être apporter, non peut-être pas une réponse, mais en tout cas quelques indications par rapport aux structures, me semble-t-il. Alors, deux éléments de réponse. Premièrement, sur le volontarisme politique dans les chiffres. Vous vous êtes arrêté à une partie de la phrase et de l'analyse, puisque certes, entre mars 2016 et mars 2017, il y a eu moins 3%, mais entre juin 2016 et juin 2017, qui est donc un simple décalage de 2 mois, on était qu'à une baisse de moins 1,8. Donc on est quand même, si je puis dire, on était dans une hausse tendancielle de la baisse. Donc on est avec 3%, je crois qu'on est plutôt, compte tenu des prévisions économiques, quand même assez volontariste. Il y a eu certes une reprise tout début, on voit bien qu'elle est amenuisée. Donc suivant comment on prend les chiffres, tous les chiffres sont dans le rapport, il faut prendre tous les chiffres pour voir l'évolution de la tendance. Deuxième point, sur la structure de coordination et de concertation, le GIP, nous, c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qui est dans CAP 25. Donc on rejoint en cela l'analyse qui est faite. Après, là où je suis moins d'accord, c'est que je ne me sens pas d'imposer à l'ensemble des acteurs la forme juridique.
Un GIP, c'est un groupement. Et pour faire un groupement, il faut être plusieurs et il faut être d'accord sur la forme de ce groupement. Pour être en ce moment, et Jacqueline Cunostalder pourra le confirmer, en train de créer un GIP sur l'habitat, il faut que les acteurs soient tous d'accord autour de la table pour avancer sur ce type de structure. C'est une forme de structure qui peut fonctionner et qui fonctionne dans le cas de la Haute-Saône. Ça pourrait fonctionner chez nous, c'est notre conviction, mais si tout le monde, à mon avis, est dans le même axe et dans la même volonté, ce qui a été le cas sur la confrontation du constat et de l'analyse, ce qui n'a pas été le cas sur la solution proposée. Donc on va continuer de porter les choses, mais il faut qu'on ait aussi une forme de souplesse, et imposer les choses à nos partenaires, c'est pour moi pas forcément le garant de la réussite. Voilà ce que je voulais dire. Vous voulez reprendre la parole? Non, mais je disais simplement peut-être aller voir Yves Crintéger, voir savoir comment il a procédé, parce que personne n'a refusé, et entendre que des partenaires refusent, je n'ose même pas imaginer la colère que pourrait piquer Yves Crintéger si un vice-président lui disait ça. Enfin, très franchement, oui. Allez voir Yves Crintéger. Je peux vous dire qu'Yves Crintéger et moi-même, on se rencontre très souvent. Mais je le pense. Et nous partageons beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de projets à mener ensemble sur nos deux départements. On ne peut pas comparer, si vous me le permettez, la Haute-Saône et le Doubs. On n'est pas du tout dans la même configuration, hein, on n'a pas les mêmes entités. Et moi, je rejoins Pierre. Sans baisser les bras, on se doit, sur un sujet tel que celui-ci, concernant l'emploi, d'être le plus pertinent et offensif ensemble. Et il y a quand même un point de détail, mais peut-être qu'il vous a échappé, je ne sais pas. La Haute-Saône n'a pas de convention avec Pôle emploi, chose que nous avons. Donc nous ne sommes pas du tout dans la même démarche. Nous avons déjà une convention avec Pôle emploi. La Haute-Saône n'a pas de convention avec Pôle emploi. Pôle emploi fait partie du GIP en Haute-Saône. Écoutez-moi 30 secondes, si vous en êtes d'accord. Il y a une convention. Quand on a une convention avec un partenaire ou plusieurs partenaires, on ne dénonce pas une convention comme ça parce qu'on veut recréer autre chose. On vous a dit tout à l'heure qu'avec les différentes collectivités, les différentes structures intermédiaires, notamment de l'État, nous avions désormais plutôt de bonnes relations. Alors, il y a un peu de crispation dans ce domaine-là par rapport à Pôle emploi. Ne vous faites pas de soucis, nous arriverons là où nous voulons arriver, GIP ou non GIP. Mais en tout cas, la politique que le département veut mener sera menée comme nous le souhaitons, comme vous le souhaitez aussi, puisque dans ce domaine-là, je crois que nous partageons beaucoup de choses. Voilà. Mais voilà, ne faisons pas abstraction de ce qui existe déjà. Voilà. Et on n'a pas tout à fait non plus, on travaille sur un nombre de demandeurs d'emploi qui est très différent. La Haute-Saône, c'est 4 000 demandeurs d'emploi, le Doubs, c'est 12 000. Oui, non, mais ce que je vous explique, c'est qu'on ne claque pas dans les doigts comme ça, c'est pas parce que ça marche chez le voisin qu'on peut retransmettre sur l'autre territoire. Tout ce qu'on peut partager, tout ce qui marche dans les autres départements, moi j'échange aussi bien avec le président Crintéger qu'avec mes amis du Nord, qu'avec la région parisienne. Mais enfin, vous savez, les présidents, on se retrouve très très souvent, notamment à l'ADF, hein, par rapport aux solutions qu'on essaie de trouver. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que pour certaines, elles sont quelquefois testées déjà dans d'autres départements. Avec un petit peu de recul, on souhaite s'y inscrire aussi. Donc, ne vous polarisez pas sur un groupement, sur ce GIP. Je crois que l'important, c'est que nous puissions réussir. Oui. Et la volonté de l'exécutif
de l'ensemble de cette Assemblée et de la présidente, vous savez, je n'ai pas pour habitude, on ne me tend pas la laine sur le dos. Hein. Ça ne fait pas tellement partie de mon personnage, donc n'ayez pas de soucis par rapport à la volonté politique qui est la nôtre, la vôtre. Alors, ce n'est pas la volonté politique. Moi, ce qui me surprend, c'est plus le comportement des acteurs économiques. Quand on sait qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui cherchent, il y a besoin de main-d'œuvre, ils ne la trouvent pas. Et que cette réunion ait été annulée et qu'on nous dise ben oui, parce que les partenaires, il y a autre chose à faire, je trouve ça assez. Mais je le répète, hein, nous allons voter avec plaisir ce rapport et on a conscience, ce n'est pas l'exécutif qu'on remet en cause. Il y avait d'autres paramètres aussi pour cette réunion du 30. Voilà. Je crois que David Barbier veut prendre la parole. Merci, Présidente. Écoutez, je pense que je vais intervenir sur un sujet qui recoupe pas mal d'interventions, en tout cas essayer de regrouper un peu tout ce qui a été dit, parce que je voulais simplement me faire l'écho d'une discussion que j'ai eue avec un collègue élu municipal à Audincourt, qui par ailleurs est président d'une grande structure de travail par l'insertion et par l'activité économique sur notre territoire du pays de Montbéliard. Je ne veux pas le citer, mais j'en ai déjà dit trop en disant qu'il était élu à mes côtés à la ville d'Audincourt, qui, pour le coup, m'a fait une vraie proposition, parce que je partage l'analyse de Pierre, qui, effectivement, fait le constat qu'il y a une reprise, que les chiffres du chômage, je viens d'avoir ceux, par exemple, d'Audincourt, sont en baisse, mais un public reste encore, effectivement, encore éloigné de cette reprise, et principalement les bénéficiaires du RSA. Je partage cette analyse. Et en discutant avec mon collègue, président de cette structure d'insertion, il me fait une proposition et il me dit pourquoi est-ce qu'à un moment donné, sur ce champ-là, nous n'aurions pas une culture du résultat et une culture d'obligation de résultat un peu plus exigeante et appuyée? Ce n'est pas David Barbier qui le dit avec tout le côté politique que ça pourrait déclencher, c'est le président d'une SIAE. Et j'y ai adhéré et je suis allé jusqu'au bout de sa proposition. Je vous la propose ici. Il dit, mais au département, en se projetant dans un temps politique qui peut être long, peut-être que certains crédits, vous avez effectivement fait des efforts sur l'insertion, sur l'accompagnement de ces structures, peut-être faut-il aller plus loin. Et la première question que je lui pose, c'est de lui dire, effectivement, on peut aller plus loin, mais toujours la question du budget, ça reste le nerf de la guerre. Lui me fait une proposition en me disant, mais si de toute façon, à un moment donné, les résultats, quoi qu'il en soit, avec les efforts que vous déployez au département, se font sentir sur le budget consacré au RSA, plutôt que d'avoir le réflexe de dire on a dégagé quelque chose en termes de marge budgétaire sur le RSA, le garder, faire une sorte de sacralisation, et par le biais de ce budget accordé sous une forme à définir, et c'est un bonus, des crédits supplémentaires à ceux qui, pour le coup, ont des résultats sur le champ de l'accompagnement du public RSA vers le retour à l'emploi, via, j'aime pas ce mot-là, mais est-ce une prime, sont des moyens supplémentaires pour arriver à déployer leur méthode qui, pour le coup, montre leur efficacité, pose réflexion. Donc, effectivement, ça bouscule peut-être un petit peu les codes. Je le redis, c'est pas David Barbier qui a pondu ça dans un coin de sa tête, c'est un président d'une SIAE qui dit, à un moment donné, en termes budgétaires, si on continue comme ça, il y aura obligatoirement des lignes budgétaires qui se délogeront sur les crédits RSA. Est-ce que ces quelques gains ne peuvent pas être plutôt que d'y réaffecter sur une ligne quelconque, réaffectés directement sur le champ opérationnel de l'insertion pour, comme tu l'as dit Pierre, et je souscris à tes propos, déployer, appuyer encore plus fortement. Je pense que c'est le moment, même si ça se passe sous un an, j'ai conscience que ça ne sera pas sur la BP 2018, mais en tout cas, je pense que quelque part, cette idée directement née du terrain et remontée du terrain par quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement des SIAE et les obligations de résultats qui sont inhérentes, peut être source d'inspiration pour nous. Dans le propos qui est tenu par, retransmis par David, pardonne-moi, je ne voudrais pas mettre ces propos, mais je pense que tu les partages et je pense que nous aussi on partage beaucoup de choses dans ce sens-là. La culture du résultat, ça ne vous a pas échappé. Depuis le début, nous parlons de culture du résultat, nous parlons de
de bien mettre les politiques en place, de les évaluer, de les bouger si elles ne fonctionnent pas. Alors bon, sans doute pour 2018, on ne pourrait pas affecter si bénéfice, enfin bénéfice entre parenthèses, entendons-nous, hein, je ne veux pas appeler de bénéfice par rapport à ce chantier de l'insertion. Nous sommes un peu débridé, me semble-t-il, par rapport à ce qu'on peut expérimenter dans nos territoires aussi maintenant. Je l'ai dit, moi, tout ce qu'on pourra expérimenter qui va dans le bon sens et qui n'engendrera pas d'autres difficultés par rapport à ces publics qui le sont déjà, pourquoi pas? Donc, la structure d'insertion n'a pas été citée, mais je crois pouvoir la reconnaître. Donc, et je sais que nous allons les retrouver et que nous pourrons partager, y compris sur le terrain, carrément, peut-être pas ici dans cette assemblée, mais qu'on puisse échanger avec cette structure et regarder ce que nous pouvons mettre en place à titre expérimental. Je dis pourquoi pas, et il faut des initiatives aussi portées par les structures qui au quotidien sont réalité des choses, tout comme nous, tout comme nos services. Mais plus nous aurons d'initiatives, mieux ça sera, moi j'en suis persuadée. Pierre? Oui, ben pour aller dans le même sens, hein, d'abord vis-à-vis de ces structures, et pour rebondir ce que tu viens de dire, quand je les ai rencontrées, j'ai été très ouvert avec elles sur la volonté de travailler entre elles et le département. On était évidemment prêts à accompagner toute innovation que l'on jugerait bonne dans notre politique, parce qu'effectivement, je pense qu'elles ont aussi en elles les ressources et l'intelligence pour nous faire des propositions innovantes et qui nous iront bien. Sur l'aspect culture du résultat, en fait, et c'est peut-être pas assez, dans les subventions accordées par le département à ces SIAE, il y a une part de 10% qui est consacrée justement au résultat. 10% qui se partagent pour moitié entre le nombre de bénéficiaires du RSA qui retrouvent un emploi, et pour l'autre moitié sur le jugement de la qualité de l'accompagnement qui recouvre un certain nombre de critères. Donc on a ces 10% de résultats, peut-être qu'ils ne sont pas assez, peut-être qu'ils sont trop. Je pense que ça sera bien pour nous, et c'est pour ça que je disais qu'on allait entamer les premiers dialogues de gestion au début de 2018, puisqu'on est seulement à la première année de mise en place de cela, de voir si elles sont volontaires pour aller plus loin. Moi, à titre personnel, c'est vrai que la question du retour à l'emploi, du nombre de personnes qu'elles accompagnent qui retournent dans l'emploi, c'est un critère important à nos yeux et aux yeux des objectifs qu'on s'est fixés. Après, quand qu'il s'agisse d'accorder un bonus ou pas, encore faut-il qu'il y ait un bonus, et ça, comme tu l'as dit, c'est pas cette année qu'on va le constater, ça sera, c'est pas au début de la guerre qu'on compte, hein, mais c'est à la fin. Mais on peut l'avoir en tête. Simplement, dernier point pour compléter, parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, sur la question du rôle du département en tant qu'institution elle-même et en tant qu'employeur, avec la question des clauses d'insertion. On l'a évoqué lors de notre dernière assemblée départementale. On a conventionné avec PMA et la CAGB, je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, David, sur les facilitateurs de clauses, mais il n'y a pas que ça. Quand je disais le mot territoire tout à l'heure, c'est qu'on souhaite que les clauses d'insertion soient plus employées sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le département lui-même, on s'est fixé un objectif très fort d'arriver à 30% de clauses d'insertion. Je vous rappelle qu'on est seulement, je le regrette, à 5%. Donc il y a une marge de progression pour nous, collectivités, qui est très forte. Et là, on est des employeurs, ce que je leur ai dit d'ailleurs aussi à eux, on est des pourvoyeurs, on est des apporteurs d'affaires pour eux, hein, voilà, clairement. Vis-à-vis de PMA et CAGB, je ferme la parenthèse. 3, vis-à-vis des autres intercommunalités, des autres collectivités, dans le cadre des PAC, où les clauses d'insertion doivent figurer dans les contrats qu'on va signer avec elles. Et là, au-delà de les accompagner financièrement,
au-delà de la politique qu'on mène, on leur apporte, en tout cas on propose par l'intermédiaire de nous et des autres collectivités de leur apporter des marchés. Et c'est aussi ça parce que c'est des structures qui sont dans un champ économique, mais dans un champ économique concurrentiel avec des difficultés inhérentes à leurs objectifs et à leur structure, et on doit, si ce n'est les aider financièrement parce que c'est le monde économique, au moins leur faciliter l'accès à des marchés stables et le plus important possible. David? Je ne relancerai pas le débat, je serai facilitateur d'application de la clause d'insertion, mais les membres de la commission 1 savent très bien de quoi je parle. Voilà, moyennant cet échange important, intéressant, avec des pistes de réflexion, un champ qui pourrait être plus étendu, j'ai cru comprendre que ce rapport ne devrait pas poser de problème. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous passons au rapport suivant, le rapport 104. Jacqueline, tu parles bien près du micro? La question de l'accès et du maintien dans le logement est un enjeu majeur dans la vie quotidienne de nos concitoyens, pour leurs projets personnels, familiaux, professionnels, dans la cohésion sociale des territoires et dans l'exercice des compétences du département en matière de solidarité humaine et territoriale, puisque le logement est d'une certaine manière un des traits d'union de nos politiques. Il convient de préciser qu'à compter de 2018, le soutien du département aux projets de développement de l'offre de logements locatifs à vocation sociale qui seront portés par le bloc communal se fera par le biais de l'enveloppe financière allouée sur chaque territoire dans le cadre des contrats PAC. Notre politique logement est un vecteur économique très important, puisqu'il convient de rappeler que le montant des travaux publics et privés dans l'habitat sur notre secteur de délégation sont estimés pour la période 2012-2016 à plus de 81 millions d'euros. Pour ce qui concerne le budget global habitat-logement, il vous est proposé donc, à titre prévisionnel, un montant de 4,8 millions d'euros. Pour la stratégie et la gouvernance, le département a la responsabilité d'élaborer et d'animer plusieurs documents à vocation stratégique, dont le pilotage repose sur une gouvernance partagée avec différents partenaires qui interviennent dans les domaines de la production de l'offre en logement et ou de l'accompagnement social des ménages. Le département joue ainsi un rôle majeur dans la cohérence entre la politique de l'habitat et les politiques sociales sur l'ensemble de notre territoire. Gérer, c'est évidemment prévoir, et nous devons tenir compte des dynamiques socio-démographiques observées localement, avec notamment sur le secteur frontalier une hausse prévisionnelle très importante du nombre d'habitants sur les 20 prochaines années. Le département se doit d'assurer une animation locale du PDH afin d'inciter les collectivités locales à trouver une bonne articulation et une cohérence des politiques menées en matière d'habitat et d'urbanisme à l'échelle communale et intercommunale. C'est ce que l'on nomme la coordination des politiques de l'habitat auprès des territoires. Concernant le PDLHPD, l'année 2018 verra la mise en place d'un nouveau plan. L'animation est portée par la DIL et confiée à un chef de projet. Nous procéderons également à la révision du schéma départemental relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui couvrait donc la période 2013-2018, avec un accompagnement dans le domaine de la santé, de la scolarisation et de l'insertion professionnelle. Un enjeu là qui est aussi important. Concernant l'animation territoriale, l'un des enjeux du PDH est d'aider les collectivités locales à trouver la bonne articulation et une cohérence des politiques menées en matière d'habitat. Le PDH fait apparaître la nécessité de redonner de l'attractivité des territoires au centre-bourg, s'agissant notamment des OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat initiées par l'ANA. Le département participe à hauteur de 15% à l'animation. Celle qui est en cours actuellement aux portes du Haut-Doubs
donc, arrivera à échéance le 31 mars 2018. Nous avons prévu une animation, éventuellement en cas de prolongation, ou si d'autres OPA devaient se mettre en place. Concernant l'information des ménages, le projet CAP25 prévoit de renforcer les outils de coordination et d'animation pour assurer une politique dynamique mais aussi innovante en faveur de l'habitat et du logement. Pour rendre plus efficiente l'action de la DIL et du CAUE, il est donc envisagé de créer notre maison départementale de l'habitat avec pour objectif la création d'un guichet unique et l'optimisation des moyens alloués par une mutualisation des locaux et de certains personnels, par la mise en place d'un service d'intérêt général soumis à des obligations de service public. Dans cette perspective, le BP 2018 prévoit donc l'inscription des passes de fonctionnement 600 000 euros, répartis donc pour 100 000 euros en fonctionnement à la DIL et pour 500 000 euros en fonctionnement au CAUE, donc les crédits qui sont issus de la taxe d'aménagement. Au regard des objectifs annoncés par le gouvernement en matière d'amélioration de la performance énergétique du parc des logements, la maison départementale de l'habitat aura à engager des actions ciblées, territoire par territoire. C'est pourquoi il est proposé l'inscription de 120 000 euros pour le PRIS, point rénovation, information, service, qui est à ce jour porté par la DIL en lien avec Gaïa, dans l'attente de la mise en œuvre prochainement du service public de la rénovation énergétique appelé SPI. Il vous est proposé d'inscrire également pour la campagne Habiter mieux une somme qui permettra de 15 000 euros d'accentuer la communication pour la poursuite de ce programme, puisque 45 000 ménages sont éligibles dans le Doubs. Et concernant l'Observatoire départemental de l'habitat, c'est un outil qui est nécessaire et nous devons, pour accompagner les prises de décision, mettre en œuvre donc, cet observatoire et le faire vivre, l'animer de façon plus régulière. Et là, le portage se fait également par la DIL. Pour ce qui concerne le soutien aux ménages, les aides financières en matière de logement mobilisent le Fonds de solidarité pour le logement, FSL, qui est l'outil financier du PDLHPD, qui permet à la fois le financement des aides directes aux ménages ainsi que le financement d'actions d'accompagnement relevant notamment du programme Accompagner pour habiter. Pour 2018, il est proposé d'inscrire au budget départemental les dépenses du FSL suivantes de 735 000 euros en investissement au titre de prêt. Ces crédits sont gérés en direct par le département qui a étudié plus de 6 000 demandes d'aide sur l'année 2016, donc un travail conséquent. Également 384 000 euros en investissement attendus donc au titre des remboursements de ces prêts accordés en aide individuelle en 2017. 879 000 euros au titre de l'aide individuelle du FSL, 511 500 euros au titre du versement à la CAF en complément des participations des autres financeurs et destinés au financement des actions d'accompagnement, notamment Accompagner pour habiter. Pour ce qui concerne le développement et l'amélioration de l'offre en logement à vocation sociale, il y a là un soutien important au territoire. Pour les logements communaux conventionnés, le département apporte un soutien financier aux communes pour leur permettre de mener à bien des travaux d'aménagement de logement au sein d'un bâti déjà existant dans la zone d'un centre-bourg et sous réserve d'un conventionnement de loyer. L'État a récemment fait évoluer les modalités d'attribution de l'agrément Palulos en recentrant ce dispositif uniquement sur les communes considérées comme tendues entre l'offre et la demande de logement et les communes dotées d'un service minimum. Les modalités de soutien du département en faveur de la création du logement conventionné seront donc adaptées également afin de favoriser le développement d'une offre en adéquation avec les besoins du ménage et de sécuriser les modalités de gestion de ce parc en prenant appui sur les compétences d'Habitat 25. Il vous est proposé d'inscrire au budget primitif un montant de 150 000 euros en crédit de paiement pour couvrir les engagements en cours, les autorisations de programme émargeant désormais dans les contrats de territoire. Pour ce qui concerne le soutien aux bailleurs sociaux, le département soutient les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre de leurs projets de construction neuve, d'acquisition, de réhabilitation ou tout autre projet pouvant répondre aux besoins spécifiques d'un public ou d'un territoire.
il est proposé d'inscrire 450 000 € en crédit de paiement pour couvrir les engagements déjà pris. Pour ce qui concerne les logements spécifiques, le département participe financièrement à la réalisation de ces logements pour répondre aux besoins de certains publics relevant notamment du PDLH-PD. Il s'agit des personnes en situation de précarité économique, sociale ou psychique. Pour ce qui concerne le soutien aux propriétaires privés, pour un montant total de 860 000 €. Il y a tout d'abord le soutien à l'habitat individuel pour 710 000 €. En complément des aides de l'ANA, le département dispose de son propre dispositif d'aide pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires. Il y a là 4 dispositifs. L'aide de solidarité écologique, l'aide au maintien à domicile avec la thématique énergie et autonomie, le dispositif vie autonome, l'aide au traitement de l'habitat indigne, le doux compte 5 000 logements potentiellement indignes. C'est un enjeu fort de la politique du logement sur notre territoire. Cela constitue également une priorité absolue assignée par le gouvernement à l'ANA. Un 3e programme d'intérêt général est en cours, PIG, pour 2016-2019, sous maîtrise d'ouvrage départementale, en lien avec l'État et les 2 agglomérations. Et nous poursuivrons là le travail également. Concernant l'aide au traitement du bruit, ce programme, porté par l'ADEME, est arrivé à échéance à la fin de 2017. Pour couvrir les dernières dépenses engagées sur 2017, il est proposé donc d'inscrire une somme de 15 000 € en crédit d'investissement. Et à lui seul, ce poste représente plus de 60% de la baisse du budget, qui est de 15%. Concernant le soutien à la production de l'offre locative conventionnée, privée, sociale ou très sociale, le département aide financièrement les propriétaires, bailleurs privés, qui réalisent des logements conventionnés par l'ANA, sociaux ou très sociaux, situés sur le secteur de délégation du département au titre des aides à la pierre. La production de logements conventionnés sociaux. Il s'agit donc de la production d'une offre dans le parc privé avec un montant de loyer plafonné qui peut notamment être dans le cadre fiscal loué abordable afin de permettre à des ménages modestes d'avoir accès à un logement en zone tendue, notamment sur la zone frontalière. Ce qui est intéressant, c'est que ces logements peuvent être disponibles rapidement. On sait qu'un projet de construction porté par un bailleur social peut prendre jusqu'à 5 ans. Donc là, il s'agit d'avoir la possibilité de mobiliser des logements très très rapidement. Cela permet également de requalifier notre bâti ancien en centre-bourg et nous savons que nos commerces en ont bien besoin. Pour ce qui concerne la production de logements conventionnés très sociaux, pour inciter les bailleurs privés à s'engager dans la production de logements très sociaux, notre département a mis en place depuis 2012 un mécanisme de bonification des aides à l'investissement de l'ANA, qui est conditionné à la signature d'un contrat de gestion avec Solia AIS, l'agence immobilière sociale, par les propriétaires. Ainsi, pour 2018, il vous est proposé d'inscrire au budget, en dépenses de fonctionnement, un montant de 30 000 € pour financer l'animation de ce programme, pour permettre de mobiliser des logements conventionnés très sociaux. Tous les chiffres figurent donc de manière détaillée dans le rapport. Voilà. Et donc le rapport avait été adopté à la majorité de la première commission. Je voudrais simplement remercier les directeurs, l'ensemble des services pour leur travail de grande qualité, leur patience aussi. Et je voudrais remercier également mes collègues, notre présidente, pour leur confiance et la qualité de leur engagement. Voilà, je vous remercie. Merci Jacqueline. Rapport très bien présenté aussi, comme l'ensemble des rapports présentés jusqu'à présent. Claude Dallaval. Merci Madame la Présidente. Donc, suite aux remarques faites par Martine ce matin, donc, on s'abstiendra sur ce dossier. Je crois qu'on ne va pas rouvrir le débat. Je vous ai apporté quelques explications. Vous vous abstenez. On en prend acte. Donc, opposition, abstention. À la majorité, donc le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant, le rapport 105, Annick.
Merci, Présidente. Alors, il s'agit du rapport qui traite du développement social. Donc, vous savez que l'échelon départemental est aujourd'hui confirmé et conforté dans ses missions sociales dans un contexte de fragilité sociale. Les solidarités ne sauraient se limiter à une seule logique de guichet, mais s'incarner au plus près des besoins de nos concitoyens. C'est par cet ancrage territorial que nous serons en capacité de proposer une action sociale renouvelée et revivifiée. Notre département agit un peu comme un chef d'orchestre des politiques sociales sur le territoire. Il est le pivot qui a vocation à faire converger l'ensemble des acteurs, on en a beaucoup parlé ce matin, les acteurs et l'ensemble des politiques publiques support des solidarités humaines. L'enjeu est donc d'insuffler et de co-construire à l'échelle des territoires pertinents un travail partenarial ascendant et efficace, d'accompagner les initiatives, les innovations et les expérimentations afin de mobiliser l'ensemble des énergies et des volontés vers un objectif commun du mieux vivre, de cohésion sociale et de retour à l'emploi. Cette approche territorialisée et décloisonnée trouvera aussi sa pleine expression dans le travail de refonte de l'ensemble des schémas structurants qui permet la coordination et l'animation de l'action sociale. Ils seront construits sur l'année 2018. L'objectif est de mieux agir ensemble, de manière concertée, pour être plus efficace. Alors, mes chers collègues de la première commission, nous aurons du pain sur la planche, puisque un certain nombre de schémas vont être revus. Le PDI, donc le programme départemental d'insertion, les PTI, les pactes territoriaux d'insertion, le PDALH-PD, vous savez tout ce que c'est maintenant, le SDOSM, le schéma directeur d'organisation sociale et médico-sociale. Là, on est en train de faire le bilan des actions qui ont été conduites, le diagnostic et d'écrire la nouvelle feuille de route à partir de 2018. Pierre nous a parlé de la mise en place des CLACS, donc les comités locaux d'action pour la cohésion sociale et l'emploi. Et je terminerai par le RDAS, qui est le règlement départemental des aides sociales. C'est un règlement qui regroupe tout ce que propose le département en termes de règles, de prestations. Et c'est un règlement qui est opposable. Alors, je vous proposerai sûrement, mes chers collègues de la première commission, d'étudier ce règlement lors d'une commission qu'on consacrera spécialement à ce sujet parce que l'enjeu est vraiment important. 2018 verra aussi la refonte de l'ensemble des partenariats en matière d'insertion et d'accompagnement des personnes, que ce soit auprès des missions locales, des CCAS, des CIAS et des associations. Donc voilà, David, tu nous parlais tout à l'heure de cette structure dans ton secteur. Ça sera revu pour l'ensemble des associations avec effectivement des projets bien précis, des bilans qui seront demandés, des objectifs pour essayer d'avoir des sorties encore plus positives. Donc 46 000 € seront consacrés pour un accompagnement dédié si c'est nécessaire. Et à ce titre-là, je voudrais aussi faire part d'une conversation que j'ai eue avec un directeur d'une structure d'insertion sur mon secteur. Et quand je lui ai posé la question de savoir ce que devenaient finalement toutes les personnes qui passaient par cette structure d'insertion, parce que c'est un peu l'enjeu aussi de savoir quelle en est la sortie, il m'a dit malheureusement, il ne sait pas. Alors les personnes restent 3 mois, 6 mois, 1 an dans ces structures d'insertion. Après, elles partent ailleurs et on en revient à la problématique des parcours que j'ai déjà souvent évoquée. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Parce qu'il me semble que là aussi, il y a quelque chose d'important à faire. Si les personnes qui passent par une certaine structure ont un manque de formation, il serait bon d'avoir un effet rétroactif pour pouvoir justement adapter les formations qui sont délivrées dans les différentes structures. Donc là aussi, je crois qu'on a un travail important à fournir
pour arriver à suivre en fait le développement de ces personnes qui sont en insertion, parce que sinon elles peuvent passer de structure en structure et il se peut qu'il y ait des manquements qu'on n'arrive pas suffisamment à identifier. Donc ça aussi, je pense que ça sera à retravailler avec les différentes associations pour être un petit peu pertinent, davantage pertinent justement sur l'évolution de la formation pour répondre vraiment à un réel besoin des territoires. Le deuxième axe de notre politique de développement social est l'accompagnement des personnes qui se fait au travers des MASP, qui sont les mesures d'accompagnement social personnalisées. Elles font partie des réponses mobilisables dans le cadre du dispositif Accompagner pour habiter, que de plus en plus de nos partenaires s'approprient et qui généreront donc une augmentation régulière du nombre de mesures au cours des mois et des années qui viennent. En 2018, nous allons créer une cellule vulnérabilité qui est une interface avec les parquets pour formaliser l'articulation entre les dispositifs relevant du département et ceux qui ont un caractère judiciaire. Nous travaillons aussi donc dans tous les domaines à une refonte complète des partenariats et des modes de financement auprès de nos partenaires associatifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ce soutien pourra s'envisager dans le cadre du FAPI. Pour répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille, la régie d'avance éducative permet de faciliter les interventions sociales en direction des enfants, en accompagnement éducatif à domicile. Enfin, des besoins croissants sont identifiés en matière d'interprétariat, surtout en direction du public migrant. Et des groupes d'analyse de la pratique seront continués sur l'année 2018. Ils sont destinés à soutenir nos travailleurs sociaux dans leur mission. Voilà pour l'ensemble des points que je viens d'évoquer. Ce sont 224 000 € qui seront alloués. Vous avez tout le détail dans votre rapport. Enfin, le développement de l'action sociale comporte deux volets. L'accompagnement des publics qui se fait avec les équipes du département, donc nos travailleurs sociaux, mais également avec des partenaires qui sont multiples, dont les CCAS et différents partenaires associatifs comme Gare BTT, Arial, 2AD, ASNIT et Gadget. Un travail de refonte complet des partenariats et des modes de financement sera entrepris dans une double logique de pérenniser et de garantir l'implication de ces partenaires dans l'accompagnement et la prise en charge de l'ensemble des publics sur tout le territoire et de travailler les modes de financement dans la perspective d'une maîtrise des coûts. Alors on vous propose l'ouverture d'une autorisation d'engagement globale d'un montant de 668 000 € qui concerne les années 2018 et 2019 pour deux opérations. La première qui vise à renforcer les partenariats avec les CCAS en développant les conventions d'objectifs globales qui visent à l'accompagnement des allocataires du RSA et la prise en charge de personnes âgées, jeunes ou isolées et à prévenir le basculement dans le droit. Et la seconde, avec les partenariats, avec nos partenaires associatifs que je vous ai cités, ASNIT, Gadget, etc., qui prennent en charge des publics spécifiques, les gens du voyage, des personnes incarcérées, des personnes en rupture. Et là aussi, des conventions globales avec des objectifs, des bilans seront travaillés avec ces partenaires dont les financements actuels ne permettent plus un accompagnement suffisant. Voilà, pour les autres associations qui œuvrent dans le champ du développement social et de l'aide alimentaire, on vous propose de reconduire les crédits inscrits au BP 2017 en les inscrivant aussi dans une logique pluriannuelle, tout en travaillant à mettre en synergie les acteurs de l'aide alimentaire entre eux et avec les services sociaux du département. C'est une action qui a déjà commencé, notamment sur le secteur de Montbéliard, où ils avaient tous été réunis, et puis qui continue. Une autorisation d'engagement à hauteur de 230 000 € leur est consacrée. Enfin, pour les fonds isolés, c'est 170 000 €. Et je terminerai par les actions collectives qui seront reconduites en 2018. Elles répondent à des besoins identifiés par les équipes de proximité. Donc là encore, nous parlons de territoire pour un montant de 75 000 €. Voilà, l'année 2018 verra aussi la mise en place d'une nouvelle organisation pour la gestion des aides financières
pour répondre à une exigence de décloisonnement, de simplification et de réactivité, répondre plus rapidement, de manière plus pertinente et surtout plus globale, parce qu'on a tendance à donner des aides sur pas mal de lignes différentes, on n'a pas une vision d'ensemble et surtout il manque un peu un projet de vie pour les personnes qui sont aidées. Donc c'est vraiment l'objectif de la refonte de toutes ces aides pour répondre aux différents types de besoins des usagers. Voilà, tous les chiffres sont détaillés dans le rapport et ce rapport a été validé à la majorité de la première commission. Merci Annick, je vois qu'il y a de belles perspectives et pour reprendre ton expression, du pain sur la planche pour 2018 et les années à venir. Claude. Voilà, deux petites remarques. Une première, je tiens à féliciter ceux qui nous écoutent parce qu'avec toutes les sigles qu'ils ont entendues, ils n'ont pas réussi à décrocher, je les félicite en tout cas. Ça, c'est la première petite remarque. Et la deuxième, bien entendu, on est prêt à travailler ensemble par rapport à tout ce qui était prévu. Voilà. Merci. David ? Oui, 3 points très rapides. Le premier, c'est en regardant un petit peu le document des non-votants sur ce rapport, ça ne vous aura pas échappé que malgré ma volonté, je ne suis plus vice-président du CCAS d'Audincourt, donc je dois pouvoir voter, sauf erreur de ma part, sur le rapport 105, puisque j'étais dispensé de vote. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je ne pourrais pas m'empêcher, mais Annick le sait, de faire toujours ma diatribe sur les subventions au CCAS et le pari que nous avions pris l'année dernière de revoir un petit peu et de bien séparer l'accompagnement global, les dossiers RSA Pôle emploi et dossiers RSA inhérents au CCAS. Ça ne marche pas. Voilà, au moins c'est clair. Si je prends un cas pratique, encore une fois tiré du terrain, comme l'exemple précédent, je suis désolé, les allocataires, enfin les suivis RSA qui sont suivis par Pôle emploi se rendent toujours au CCAS. Ils trouvent un accueil extrêmement efficace, en tout cas le plus efficace possible. Et en l'occurrence, nous avions quand même pris l'année dernière la décision de ne plus financer ou aider le nombre de dossiers RSA suivis par Pôle emploi, malgré le fait qu'il continuera à se présenter au CCAS. Et je vous le redis, même si je ne suis plus vice-président de CCAS aujourd'hui, ces personnes dans le besoin, dans la difficulté que j'espère passagère, mais pas tout le temps, ne trouvent pas de meilleur endroit pour être entendu, pour être aidé, pour être accompagné, et c'est là l'essentiel, que le CCAS. Donc aujourd'hui, on ne les accompagne plus, on n'accompagne plus le CCAS financièrement par dossier RSA, puisqu'ils sont soi-disant gérés par Pôle emploi, mais ils sont encore bel et bien au quotidien, ou en tout cas à fréquence régulière dans les CCAS, et trouvent un accueil qu'ils ne trouvent malheureusement pas aujourd'hui dans leur institution de référence, c'est-à-dire en l'occurrence Pôle emploi. Donc réfléchissons au moins pour 2018 à minima des rencontres avec Pôle emploi pour que le travail soit efficient, efficace, parce que je le redis, on ne s'adresse pas à n'importe quel public, on s'adresse à des allocataires RSA qui sont dans le besoin, dans de grandes difficultés, et qui ne trouvent, à mon sens, même ma foi, pas leur compte dans le suivi qui leur est aujourd'hui octroyé. Et puis, si c'est le cas, disons-le, s'ils doivent être suivis par le CCAS, concédons que les travailleurs sociaux dans chaque CCAS puissent les recevoir et que leur dossier soit reconnu comme un dossier plein et entier, y compris financièrement, parce qu'en termes de fonctionnement de certains CCAS, ça pèse, parce que leur nombre peut être important et en l'occurrence pas aidé avec le département. En tout cas, je pense que là, c'est une vraie réflexion. La troisième réflexion que je pose par contre, c'est effectivement sur la prévention avant l'exclusion quasi totale. J'en veux pour expérience quelques procédés que nous avions tentés à l'époque avec le Centre communal d'action sociale d'Audincourt en disant il faut quelquefois réfléchir à mettre plus de moyens avant que la personne tombe effectivement dans la spirale, que finalement essayer de récupérer, en tout cas d'accompagner quelqu'un qui est tombé au plus bas
Et pour le coup, en dehors des désagréments personnels et des difficultés que ça pourra lui apporter, nécessitera effectivement en termes de moyens encore beaucoup plus derrière. Donc n'hésitons pas, ne soyons pas frileux sur l'aide que nous pouvons apporter sur la prévention. Elle est précieuse et fait que beaucoup de nos concitoyens dans le besoin peuvent espérer s'en sortir avec nous. Voilà, merci. J'entends, hein, David, les propos qui sont tenus par rapport aux allocataires du RSA qui reviennent au CCAS. On le sait comment ça se passe. Hein. Enfin, pour l'accompagnement global, nous, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent par une entrée, que ce soit un CMS, que ce soit un CCAS conventionné, parce qu'il faut bien parler de CCAS conventionné, et ensuite hein, il faut une porte d'entrée. Alors, j'entends, mais c'est seulement après, normalement, qu'ils doivent être orientés vers Pôle emploi en fonction de leur possibilité d'un emploi, j'ai envie de dire, immédiat. Quand on n'est pas dans l'emploi immédiat, soit parce qu'il y a des problèmes de santé, soit parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus prenants dans le comportement, soit parce qu'il y a aussi une carence de formation, il faut appeler, il faut oser le dire, quoi. Et c'est vrai que plus nous serons en prévention, plus nous orienterons rapidement les personnes avant même qu'elles n'entrent dans le système. Je crois qu'on avait beaucoup échangé par rapport à ça lors de la dernière DM, parce que c'est vraiment là où il faut qu'on soit pertinent. C'est avant de rentrer dans la spirale. Des fois, on ne peut pas l'empêcher en amont, mais en tout cas, tout ce qui est prévention, tout ce qui est formation, la définition même du besoin de la personne. Je crois que c'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, pour moi, l'important, c'est qu'ils franchissent la porte, que ça soit un CMS, que ça soit un CCAS conventionné. À partir de là, je crois qu'on touche déjà, on arrive à au moins essayer de capter et d'aider les uns et les autres. Mais pour avoir échangé avec Annick récemment sur toutes les modulations qui pourraient être faites, on a des choses à faire, et je reprends la proposition de Claude. Ce travail, il faut qu'on le fasse ensemble, hein. Chacun avec notre expérience du territoire, parce que je le redis ici, vous le savez, je suis très attachée au territoire. Chaque territoire a sa problématique, a son réservoir, a ses objectifs, et il ne faut pas qu'on ait qu'on soit en difficulté de dire on aidera plus là ou moins là, ou parce que les besoins sont différents. Il faut aider à la mesure de ce qui doit être aidé en fonction du public qu'on a en face de nous. Moi, je pense que c'est ça qui doit aussi nous porter par rapport à ça. Et puis, on va, pour la première observation que tu as faite, on va mettre notre fiche de vote à jour, hein. Donc voilà, on suit quelquefois dans la presse ce qui s'y passe, mais bon, on ne le note pas forcément au fil de l'eau. Donc c'est bien que vous puissiez nous dire si vous sortez ou vous rentrez dans telle ou telle structure. Tu veux reprendre la parole, David ? Enfin, juste pour une précision, hein, Présidente, mais je crois qu'on est sur la même ligne, hein. Je dis juste, définir les besoins, oui, mais derrière vérifier l'accompagnement, parce qu'on n'est pas sur un périmètre où tout va bien. On est face à des personnes qui, effectivement, ont de grandes difficultés sociales, sont dans la difficulté, sont perdues. Et moi, je suis désolé, quand on aiguille au niveau du CCAS des gens vers Pôle emploi et qu'on sait que ces personnes vont revenir derrière, je ne peux pas m'avouer satisfait. Mais je sais que tu ne l'es pas non plus. Et ici, tous autant qu'on est, on ne peut pas être satisfait de cette situation. Et le problème, pour moi, vient de là. Et, je ne peux pas rester sur le champ social à dire ah non, monsieur, je me souviens, j'ai fait l'intervention en me disant on va fermer les portes du CCAS à certains. Non, on ne peut pas. Très clairement, j'avais été un peu dans l'outrance, je le reconnais. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est ça, c'est ces personnes viennent, elles disent, ben, vous nous envoyez à Pôle emploi, mais
Nous, c'est ici, c'est au CCAS qu'on prend nos besoins, parce qu'on n'a pas besoin, oui, on a besoin d'emploi, oui, on a besoin de formation, on a besoin aussi d'aide, d'accompagnement social. On est dans une détresse quelquefois familiale, une détresse quelquefois financière, et c'est tous ces aspects-là. Alors, à titre personnel, je n'interviendrai pas sur les compétences et les résultats de Pôle emploi, ce n'est pas le débat. Mais à un moment donné, on trouve quelque chose, un CCAS qu'on ne trouve pas à Pôle emploi. Et dans l'accompagnement global, il y a global, peut-être pas pour ces raisons-là, mais ces personnes qui y vont pour trouver un job, elles ont, oui, besoin d'un emploi, mais pas que. Et ce que propose Pôle emploi, c'est une toute petite partie de ce qui pourra les aider à s'en sortir. Et les travailleurs sociaux qui sont dans un CCAS, qui n'ont peut-être pas compétence principale sur l'emploi, qui n'ont peut-être pas la vraie efficacité, leur apportent autre chose. Et définir, je vais le redire, comme à l'époque peut-être pour provoquer, mais administrativement un statut, vous êtes RSA Pôle emploi, eh bien tout de suite on restreint le champ de ce qu'on peut leur apporter. Non mais j'entends Pierre, hein, je vois tes épaules qui bougent. Et, voilà, je le déplore, je ne peux pas m'y résoudre, je ne suis plus vice-président de CCAS, j'ai adoré. Et quand je vois le public qui est dans ces lieux, on est à côté de la plaque. On marche sur la tête, je le dis ici. Voilà, apportons-leur un travail, Pôle emploi, que Pôle emploi fasse son job sur le travail, mais on ne pourra jamais remplacer et trouver au sein de cette institution ce dont ces personnes en détresse ont besoin. Et le CCAS le rapporte, et on est là entre nous sur des considérations financières d'accompagnement. Est-ce que c'est considéré comme un dossier RSA? On attribue tant par dossier. Est-ce que ça ne l'est pas? On n'attribue pas. Je ne sais pas si c'est la bonne manière d'aborder le débat. Ils ont besoin d'un panier global dans lequel il y a tout, et ils n'en trouvent qu'une toute petite partie, certes importante, celle du retour à l'emploi et du job à Pôle emploi, mais tout ce qu'un CCAS peut leur apporter, et le travail des travailleurs sociaux qui sont à leur côté, est irremplaçable, ils ne le trouveront nulle part ailleurs. Ça doit nous interpeller, chers collègues. Mais enfin, on est passionné hein, sur ce débat qui est évoqué aujourd'hui, parce que certes, il y a le retour à l'emploi, mais il y a toutes ces problématiques. Et on le sait bien que dans les instances de proximité, je les appelle comme ça, les CCAS sont des instances de proximité où souvent on a connu les personnes en plein emploi, il suffit d'avoir un accident de vie, il suffit d'avoir un problème familial, il suffit enfin voilà de perdre son emploi, mais aussi d'autres choses. Et c'est vrai que ce sont des personnes dans les CAS, on a vraiment des gens de très très grande qualité, comme nous avons aussi dans les CMS, mais moi je pense que tu nous dis là, on n'est pas dans l'accompagnement global, mais moi j'ai l'impression, c'est plus sur je crois qu'on bute plus là dans la discussion sur un problème de moyens attribués au CCAS plutôt que d'appréhension du problème. Parce que, très franchement, sur les personnes qui sont dirigées vers Pôle emploi, je dis bien normalement, je pèse mes mots, normalement, sont les personnes qui devraient pouvoir retrouver un emploi. Devraient. Ben, il faut quand même, sinon on s'adresse tout de suite, on s'adresse, si vous voulez, à notre parlementaire, et puis on lui dit, mais qu'est-ce que c'est que la structure Pôle emploi? Pardonnez-moi, avant que tu nous quittes, mon cher Fred, mais je crois que c'est pas ça non plus. Je crois que aussi bien pour Pôle emploi que pour les CAS ou les CMS, il y a bien là, je veux dire, vocation différente. Mais moi, il me semble quand même que nous traitons, alors peut-être pas tous les problèmes, mais en tout cas, cette approche globale d'accompagnement, pour moi, elle y est. Alors, je ne crois pas qu'on ait d'œillères par rapport à la façon dont nous regardons, dont nous appréhendons les différentes personnes. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. J'ai été moi-même vice-présidente d'un CCAS, donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais je n'ai pas l'impression que notre
façon de fonctionner. Je suis un petit peu plus réservée par rapport à certains conventionnements, je le dis, mais je n'ai pas l'impression que nous ne traitons pas et que nous n'appréhendons pas l'ensemble des problématiques. Bon, peut-être qu'il y a sûrement encore à faire. Sûrement. Mais moi, je pense qu'on n'est pas à côté de la plaque. Et qu'on ne marche pas sur la tête. Je reprends, parce que c'est dans la passion de tes propos, mais je pense que d'une part, on n'est pas à côté de la plaque et que d'autre part, on ne marche pas sur la tête non plus. Pierre. Oui, juste 2 mots. D'abord, l'accompagnement global, c'est quelque chose qui est en place depuis 2014 au sein du département. Donc ça a été une volonté politique partagée. L'accompagnement global, ça veut dire qu'on choisit effectivement des parcours pour chacun des allocataires. Ce choix, il n'est pas anodin, il n'est pas irréversible. On a sur le territoire 4 équipes pluridisciplinaires, dont 3 territoriales, dont l'une des missions est justement l'orientation des allocataires vers Pôle emploi, vers les services du département. Dans chacune des orientations, on signe avec les personnes soit un CER, soit un PPAE, avec des objectifs, etc. Donc il y a un accompagnement très encadré, que ce soit, encore une fois, avec Pôle emploi ou avec les services du département. Par ailleurs, dans les équipes pluridisciplinaires sont présents, et on va le voir, sans doute pas aujourd'hui, mais demain, lors de l'examen du nouveau règlement des EPD, où la composition de ces EPD impliquera évidemment à chaque fois les services du département, les services de Pôle emploi, les services des CCAS, représentés par l'UD-CCAS. C'est des gens, les élus, c'est des gens qui sont compétents dans l'analyse des dossiers et dans l'orientation de ces personnes. Après, que Pôle emploi ait des difficultés dans la recherche de l'emploi, qui est le stade ultime, ça peut s'entendre, et ça rejoint la question de tout à l'heure sur la structure de coordination d'insertion. Pourquoi on veut cette structure, on veut des comités locaux avec des applications territoriales? C'est justement pour trouver des réponses précises à chaque allocataire, j'ai envie de dire. Donc qu'il y ait des défaillances, c'est une chose. On a une convention, ça a été rappelé tout à l'heure avec Pôle emploi. Cette convention, elle recouvre les missions de chacun. Alors on peut peut-être ne pas être satisfait de tout, auquel cas, dans les discussions qu'on va avoir avec Pôle emploi dans l'année à venir, mettons sur la table les choses qui vont et les choses qui ne vont pas bien. C'est aussi l'occasion de discuter. Mais je crois qu'il ne faut pas commencer la discussion avec Pôle emploi en disant qu'ils ne font pas bien leur travail, quoi. En tout cas, pas bien tout leur travail. Parce qu'on en est co-responsable, notamment via les EPD. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Annick. Oui, David, moi je te propose que nous reprenions cette discussion en première com. Je voudrais quand même préciser que l'accompagnement global comporte par principe l'accompagnement socio-professionnel par Pôle emploi et que l'accompagnement social est dirigé vers les CCAS ou les CMS et qu'à ce titre, le CCAS d'Audincourt a contractualisé avec le département justement pour gérer ce public-là. Maintenant, on va redéfinir et retravailler les différentes conventions avec l'ensemble de nos partenaires et je pense qu'à ce moment-là, nous aurons un travail à faire et à discuter ensemble pour repositionner les choses et pour contractualiser, réexpliquer aux besoins et bien cibler les différents publics et ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose que je voulais dire, tu parlais tout à l'heure de l'aide qui était allouée aux personnes, qu'il fallait plus être dans la prévention. C'est exactement le sentiment qu'on a quand on voit la multiplicité des aides et les petits bouts qu'on donne. Un coup, c'est 30 €, un coup, c'est 50 €, un coup, c'est 100 €, à gauche, à droite. On y revient tous les mois, un petit coup d'aide alimentaire, un petit coup, voilà. Et c'est aussi dans ce sens-là que nous souhaitons repositionner les aides pour qu'il y ait une prise en charge, c'est ce que je disais tout à l'heure, une prise en charge globale des ménages en difficulté
Et on ne va pas simplement mettre une rustine sur un petit bout pour que le pneu il crève à côté, ce n'est pas la peine. Il faut parfois changer toute la chambre à air pour que le vélo puisse repartir. Et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite finalement aider. On parlait de vélo ce matin, c'est pour ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on voudrait aider les ménages en difficulté. Mais ça, moi, je vous propose qu'on en parle très largement en première commission. Et bien sûr, toutes vos suggestions seront les bienvenues. Moyennant ces échanges, je pense importants, intéressants encore une fois, mais bon, quand on parle de l'humain, c'est toujours très intéressant. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, écoutez, je vous remercie. Et nous passons au rapport 106, donc le Centre départemental de l'enfance et de la famille. C'est un budget annexe et avec une note au rapporteur. Donc, la note au rapporteur concerne une erreur sur un nombre du dernier élément du projet de délibération, c'est page 15. Le prix de journée au centre maternel et parental a été affiché 164,62 €, alors que c'est 161,84 € comme le prix de journée de référence. Donc c'est la page 15. Dans le rapport lui-même, c'était le bon chiffre, mais là, c'est juste à la page 15. Quand je lirai le projet de délibération, je le redirai. Alors, le budget annexe du Centre départemental de l'enfance et de la famille, qui fait l'objet de ce rapport 106, vous avez donc un tableau récapitulatif général qui vous donne un budget qui vous montre un budget en baisse de 3,5%. C'est la conséquence de l'achat par le département des locaux que nous avons fait en début d'année, des 67, 72 et 74 rue des Hauts-de-Saint-Claude. Les recettes de ce budget sont constituées surtout par la dotation globale de fonctionnement que le conseil départemental verse à hauteur de 5 721 172 €. Et les dépenses sont constituées surtout des charges de personnel. Elles sont, si vous le remarquez, en diminution de 1,3%. C'est du fait du non-renouvellement des contrats emploi à venir. Et puis, il y a une baisse aussi au niveau des dépenses pour les services extérieurs. Ça correspond à la diminution des charges locatives, puisqu'il y a une grande partie des locaux des Hauts-de-Saint-Claude qui nous appartiennent, donc il n'y a plus de charges locatives. Alors, le CDEF décline dans son projet d'établissement, qui avait été validé à l'automne 2016, les lignes de force du projet CAP25 afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, en renforçant le rôle et la place des familles, en développant des alternatives au placement et en favorisant la continuité des accompagnements par une approche globale des situations. Le CDEF, c'est un établissement pivot dans le dispositif de la protection de l'enfance avec ses 135 places d'accueil. Les différents pôles du CDEF à Besançon et à Exincourt sont détaillés page 5, l'activité est détaillée page 6. Il y a 113 ETP en effectifs autorisés pour 107,5 ETP en effectifs budgétaires. Vous avez aussi le détail des différents effectifs dans les tableaux pages 7 et 8. Le CDEF assure 4 missions essentielles, l'accueil d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'accueil à moyen et long terme pour répondre à des situations complexes, des enfants par exemple qui sont renvoyés d'ITEP ou des familles qui ont déménagé plusieurs fois, donc c'est des situations difficiles à gérer. La troisième mission, l'accueil transitoire des MNA en période d'évaluation-orientation. Et la quatrième mission, c'est l'accueil mère avec enfants de moins de 3 ans. Les dépenses, les recettes vous sont détaillées dans les tableaux que vous avez pages 9 à 13. Donc le projet de délibération sur lequel nous devons nous prononcer est présenté donc à la page 15 avec cette note au rapporteur. Donc sur proposition de Madame la Présidente du département, après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide l'inscription au budget primitif annexe 2018 des crédits suivants. Le budget équilibré, vous avez le tableau équilibré en dépenses et recettes de 5 894 322 €. Il faut adopter le tableau théorique des effectifs proposés pour l'année 2018, soit 113 ETP en effectifs autorisés
pour 107,5 ETP en effectif budgétaire, arrêter le prix de journée de référence du CDEF à 161,84 € et arrêter les prix de journée différentiels comme suit. En internat ou appartement, le prix de journée est fixé à un montant égal au prix de journée de référence, soit 161,84 €. En accueil familial, le prix de journée est aux 2/3 du prix de journée de référence, soit 107,89 €. Et au centre maternel et parental, le prix de journée est fixé à un prix de journée de référence par adulte, donc c'est là qu'il y avait l'erreur, 161,84 € et un demi du prix de journée de référence par enfant, soit 80,92 €. Voilà pour ce rapport. Rapport, là aussi très important, mais qui ne suscite pas de... Je crois que nous sommes souvent, je veux dire pratiquement tout le temps d'accord sur ce rapport annexe, donc je ne poursuis pas plus loin. Merci à l'ensemble des rapporteurs de la première commission. Vous pensez peut-être qu'on a été un peu long concernant cette première commission, mais vous avez quand même, vous êtes rendu compte quand même que c'est une très grosse partie du budget et ces solidarités, nous les portons fièrement. Donc je crois qu'il était important que nous puissions nous exprimer les uns et les autres assez longuement sur ces sujets. J'en profite moi-même pour remercier l'ensemble des services. Ils ont été remerciés par les vice-présidents, mais c'est vrai que le travail est considérable et il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. Donc je sais qu'on peut compter sur l'ensemble de ces équipes, donc soyez-en remerciés d'avance. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, écoutez, je vous remercie. Et nous passons donc à la deuxième commission avec les collèges et le rapport 201 avec notre VP collège Virginie. Merci Madame la Présidente. 6 grands axes sont... Simplement, on aurait souhaité avoir quelques minutes d'interruption de séance, comme ça a pu être vu pour nous caler pour la suite. Voilà. Entre 5 et 10, 5 bonnes minutes. Au plus tard, oui. Oui, ça marche. Oui.